pas vraiment gênant, puisque vous le savez, George Sand occupe 40 ans de vie littéraire et son tout commence dans les années 30 et est toujours là, bien entendu, au moment de la guerre de 70. Alors j'ai pris pour illustration de cette première diapositive le monument aux morts de la ville de Châteauroux, érigé en 1897, aux morts d'ailleurs de la guerre de 1870, et on a placé, parce que Châteauroux est au nord de Nohant, une petite fadette sur le devant de ce monument. Donc voilà le lien opéré entre George Sand et la guerre de 70. Comme par ailleurs, je pensais disposer d'une demi-heure et non pas, je viens de l'apprendre, de 20 minutes, je vais essayer de marcher à grands pas en m'excusant, en essayant de rendre aussi cohérent que possible le propos que je souhaite tenir. Alors, de quoi dispose-t-on en termes de texte quand il s'agit de George Sand et de la guerre de 1870 ? Logiquement, évidemment, de correspondance, puisque George Sand a toujours été une grande épistolière et que, bien entendu, à l'occasion de la guerre de 1870, les lettres s'échangent, beaucoup plus longues d'ailleurs dans l'ensemble que d'habitude. D'autre part, George Sand a tenu d'abord avec Alexandre Manceau ce qu'on a appelé les agendas, c'est-à-dire une sorte de consignation systématique de ce qu'elle faisait pendant la journée. C'était d'abord son compagnon qui surtout tenait ses agendas, ensuite à sa mort elle a pris le relais, donc ça c'est du côté de l'écriture privée. Ensuite George Sand va aussi recourir à un geste qu'elle fait assez volontiers somme toute, c'est-à-dire le fait de publier des lettres ouvertes dans la presse. Et on verra qu'à l'occasion de 1870 et de la guerre, elle va précisément faire ce choix aussi à deux moments. Et enfin, elle va bien entendu publier le journal d'un voyageur pendant la guerre, à partir desquels je vais faire quelques citations. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment de rappeler que George Sand n'est pas un témoin direct de la guerre et de la Commune, moins encore. Elle n'assiste à aucune bataille, bien entendu. Elle ne voit pas l'armée en déroute. Elle ne voit rien de l'occupation, par exemple. On sait que pendant que Flaubert se plaint d'avoir les Prussiens dans son jardin, carrément, et Maupassant évidemment d'être appelé sous les drapeaux, George Sand, à l'inverse, se trouve dans une partie de France où on entend les rumeurs de la guerre, et donc elle va évidemment vivre la guerre comme une sorte d'état très singulier de la nation, dont, en tout cas dans le Berry, l'existence sera visible surtout par la levée de troupes. Pour le reste, évidemment, elle attendra, comme tout le monde, les nouvelles contradictoires souvent, et mettant d'ailleurs un certain temps à arriver, obtenues par les journaux et par la correspondance. Alors, plantons d'abord le décor. J'avais, en réalité, en guise de contrepoint, j'avais choisi deux figures féminines. C'était pour faire un petit contrepoint historique, celui-là. D'abord, la fameuse Marie-Antoine Lix, qui est le lieutenant des Uhlans polonais et qui fera, évidemment, comme femme dans la guerre, parler d'elle de façon tout à fait singulière. Et vous avez de l'autre côté une espionne célèbre, Juliette Dodu, qui sera, là il y a un tableau qui représente son arrestation, elle sera la première femme à obtenir la Légion d'honneur. Et on passe à la diapo suivante. Les journaux de l'époque se feront encore et encore l'écho de décoration de femmes suite à leurs faits de guerre, à leur résistance, à leur courage, etc. Et donc voilà un petit peu le contexte. Alors avant de considérer les textes de Sand, j'aurais voulu planter le décor brièvement, rappeler que quand la guerre éclate en 1870, George Sand, c'est la diapo suivante, a 66 ans. Elle a été photographiée par Nadar dans la dernière série de portraits quelques mois auparavant. Elle vit donc à la campagne avec son fils Maurice, sa femme, ses petites filles, et elle dit « Nous nous aimons passionnément, nous cinq ». Et la sacro-sainte littérature, comme tu l'appelles, dit-elle à Flaubert, n'est que secondaire pour moi dans la vie. Alors, façon de parler, évidemment, puisque, bien entendu, George Sand continue de publier massivement. Pour le début de l'année 70, on a, c'est la diapo suivante, deux romans, Le Beau Laurence, Pierre qui roule. Le roman suivant, Césarine Dietrich, est en train de paraître en feuilleton. Malgré tout, votre roman sort en volume, donc, bien entendu, les activités essentiellement romanesques sont là. Pour le reste, évidemment, l'année 70 est particulièrement chaude dans le Berry et d'ailleurs un peu partout en France. Et donc,
parvient bizarrement à Sand à l'occasion de rumeurs dans les journaux, on n'est pas très sûr, mais surtout d'une lettre de Flaubert, c'est la diapo suivante, qui se manifeste donc 3 jours après la déclaration de la guerre et qui déclare l'effroyable boucherie qui se prépare, n'a pas même un prétexte, c'est l'envie de se battre pour se battre. J'ai commencé Saint-Antoine et ça marcherait peut-être assez bien si je ne pensais pas à la guerre. Alors George Sand va répondre aussitôt, je trouve cette guerre infâme, nous avons ici des 40 et 45 degrés de chaleur à l'ombre, l'eau va nous manquer, les récoltes sont à peu près nulles, mais nous avons la guerre, quelle chance! L'agriculture périt, la famine menace, la misère court en attendant qu'elle se transforme en jacquerie, mais nous battrons les Prussiens. Malbrook s'en va en guerre. Tu disais avec raison que pour travailler, il fallait une certaine allégresse. Où la trouver par ce temps maudit? Alors bien sûr, au tout début, la guerre semble un peu irréelle pour ceux qui vivent en province. La bataille s'engage, on le sait bien, les défaites se succèdent, et puis c'est la capitulation à Sedan le 2 septembre. Quand la République est proclamée, 2 jours plus tard, la surprise est trop totale. Et évidemment, George Sand, qui a été républicaine et solidement républicaine tout au long du Second Empire, va saluer cet événement et noter par exemple dans son agenda que, à son grand contentement, la République est proclamée sans coup férir, fait immense, unique dans l'histoire des peuples. Donc, il voit une sorte de maturité politique à l'arrivée, évidemment dans une situation qui est tragique, mais de l'arrivée de la République sans qu'il y ait eu besoin de faire bataille. Alors, elle va se déplacer très rapidement à l'automne dans différents endroits. On va en voir les photos, d'abord au château de Boussac, ensuite, là il n'y a pas de photo, à la Châtre, et pour revenir à Nohant, donc ceci pour dire qu'en réalité, elle passera la quasi-totalité du temps de la guerre à Nohant. Alors, il est significatif, je pense, de voir que, justement, face à ce qui est le premier grand affrontement entre nations d'Europe depuis les guerres napoléoniennes, Sand tient à réagir en personnage public. Elle considère évidemment que les événements sont très importants historiquement et politiquement, et qu'à ce titre, elle, qui est une des grandes figures de la littérature du temps, doit évidemment se manifester. Pour Victor Hugo, comme pour elle, évidemment, l'écrivain est responsable, il a une mission, c'est le terme de Victor Hugo, et évidemment il est légitime aux yeux de Sand que la guerre la mobilise de manière symbolique et qu'elle réponde en artiste, c'est-à-dire par l'écriture. Je vais regarder rapidement, donc d'abord, et définir quelques points qui caractérisent les lettres qu'elle envoie à cette époque. On peut passer à la diapo suivante. Elle est d'abord très soucieuse. Ah oui, alors ça, c'est parce qu'effectivement, le courrier parisien va être acheminé par montgolfière, en ballon monté, comme on dit, et l'un portera le nom d'Armand Barbès et l'autre de George Sand. Alors, George Sand, d'ailleurs, le ballon George Sand va avoir une fin piteuse et rapide, et elle va le regretter, tandis qu'en revanche, le ballon Armand Barbès va arriver à destination, et donc le courrier sera correctement acheminé de cette manière. Mais je passe à la citation suivante. Voilà. Première chose qu'on observe dans la lettre, son grand souci de faire comprendre que ce qui se passe à Paris ne se passe pas dans le Berry. Elle écrit, par exemple, Blochu, qui est un ami républicain, journaliste à Paris, m'écrit que Paris est rugissant d'enthousiasme. Ce n'est pas la même chose en province, on est consterné, on ne prend pas le change. On voit là non point une question d'honneur national, mais un sot et odieux besoin d'essayer les fusils, un jeu de prince. Les familles tremblent pour leurs enfants et les jeunes gens ne sont pas soutenus par l'enthousiasme de la patrie en danger. Je suis très triste et cette fois, mon vieux patriotisme, ma passion pour le tambour ne se réveille pas. De même, George Sand va se montrer très attentive à l'état à la fois matériel et psychologique de la campagne et de ses habitants. Elle observe par exemple, c'est la citation suivante, pour Gustave Flaubert, c'est août 70, nous sommes ici, donc à Nohant, ce soir, à savoir que nous sommes battus. On commente les journaux en famille. Peut-être demain saurons-nous que nous avons battu. Et de l'un comme de l'autre, que restera-t-il de bon et d'utile? Il a plu, enfin plu ici, avec un orage effroyable qui a tout brisé. Le paysan laboure et refait ses prairies, piochant toujours, triste ou gai. Il est bête, dit-on,
systématique de la haine à l'égard des Prussiens et de leurs agissements. Et là, elle est dans une position très européenne, en réalité très favorable à l'Allemagne. Elle va répéter, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ces citations qui sont à la fin, mais à quel point, évidemment, en réalité, le Prussien chez lui est, comme tout le monde, un homme paisible, qui a ses occupations plus ou moins intéressantes, et que donc, évidemment, sans doute, la guerre est-elle barbare et transforme-t-elle les hommes, mais tout de même, il n'y a pas de raison d'exagérer. Ce que je trouve déplorable, donc, en ce moment, écrit Sand, c'est la bravacherie, la furie, la lâcheté de certains insulteurs contre l'ennemi. Et cela du courage, et cela la vérité. Les Prussiens et les Allemands commettent-ils toutes les atrocités qu'on raconte? Ces malheurs n'arrivent-ils pas dans toutes les guerres? Si j'étais un homme, je ne voudrais pas aller me battre avec la haine au cœur. Il n'est pas nécessaire d'être furieux pour défendre l'honneur de son pays. La guerre est une divinité aveugle. Elle ne respecte pas les travaux de l'art, les œuvres de l'intelligence. Mais entre ces actes de vandalisme et la férocité qu'on impute à ce peuple allemand si bon chez lui, il y a un abîme et il me faudrait le voir pour le croire. Alors cet ensemble que j'ai dessiné très grossièrement ici va se retrouver évidemment quasiment à l'identique dans les agendas que je ne vais donc pas citer, puisque les agendas vont reprendre quelques notations de ci, de là et commenter, mais généralement sur un mode très bref, plus sur le mode de la minute justement, ce qui se fait à Nohant et comment on accueille les nouvelles concernant la guerre. Alors en dehors donc de ces deux volets qui relèvent de l'écriture privée, la lettre et puis la notation diaristique, Sand va imaginer deux autres gestes encore. Et le premier concerne la publication dans la presse de lettres ouvertes. Ces lettres ouvertes sont effectivement destinées à un ami. Elle les publie dans Le Temps, avec lequel elle est un Laurent Coutras, c'est un journal de centre-gauche qui a été fondé en 1861 et qui a une diffusion assez forte pour l'époque, puisque le journal est tiré à quelques 11 000 exemplaires. Les lettres sont ouvertes, donc sur le modèle de l'adresse. L'ami auquel elle s'adresse n'est pas cité, mais évidemment, elle a en tête, et l'ami en question le mesure bien, Gustave Flaubert, qui est son interlocuteur, un de ses interlocuteurs privilégiés. Alors, dans la lettre à un ami du 5 septembre 1870, elle s'inspire, ça va un peu vite pour les diapositives, elle s'inspire donc du fait qu'une lettre a été envoyée à Flaubert quelques jours auparavant et elle y célèbre la proclamation de la République. Elle dit sa foi dans le seul régime qui, à ses yeux, compte de quelque manière. Et là, évidemment, elle reprend, elle qui a été une grande foi de la Révolution de 48, et évidemment toujours défendant avec force l'idée d'un autre régime et d'une république égalitaire. Elle va reprendre pour l'occasion des arguments qui sont bien connus. La deuxième lettre ouverte, qui est intitulée elle aussi Lettre à un ami, paraît un an plus tard environ, dans Le Temps du 3 octobre 1871. Elle est plus intéressante puisque, en réalité, George Sand va être, une fois que, là, vous voyez qu'on est en septembre 71, donc au-delà des combats, George Sand va être très sensible au fait qu'au fond, Flaubert a fait valoir une chose redoutable, c'est-à-dire sa détestation du genre humain et des deux camps, finalement, aussi bien des rouges de la commune que de ceux qui les ont massacrés. Et George Sand va alors se lancer dans un plaidoyer en termes extrêmement vifs, je n'en lirai que le début, dans lequel elle va défendre la nécessité d'un intérêt pour l'homme et d'une vraie solidarité humaine. Tu veux que je dise que je me suis trompée toute ma vie, que l'humanité est méprisable, haïssable, qu'elle a toujours été, qu'elle sera toujours ainsi. Tu affirmes que le peuple a toujours été féroce, le prêtre toujours hypocrite, le bourgeois toujours lâche, le soldat toujours brigand, le paysan toujours stupide. Tu dis que je savais cela dès ta jeunesse, tu n'as donc pas été jeune. Ah, nous différons bien, car je n'ai pas cessé de l'être, si c'est être jeune, que d'aimer toujours. Alors je vous laisse découvrir, si vous le pouvez, la citation plus longuement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que précisément, George Sand va retrouver les convictions de toujours, les termes, vous le voyez, qui vont essayer de plaider contre la disparition des classes sociales, en disant que désormais c'est secondaire. Dans
dans lesquelles elle va aussi rappeler que, bien entendu, elle-même est issue du peuple, comme elle l'a bien développé dans l'histoire de la vie. Elle va donc montrer que la guerre ne peut pas détruire la confiance en l'homme, et que c'est absolument nécessaire que de faire un plaidoyer, en termes qui sont les siens, ceux du catholicisme social et aussi d'un certain socialisme humanitaire. J'en viens enfin au dernier texte, plus important, celui-là, puisque George Sand décide en mars, c'est la diapo suivante, dont on va voir la plupart du titre, il fait paraître en mars 1871, donc avant la Commune, assez tôt, un journal d'un voyageur pendant la guerre. Alors c'est un journal qu'elle a tenu beaucoup plus longuement que les agendas, entre le 15 septembre 1870 et février 1871. Ça représente pour elle 5 mois d'écriture régulière qui vont d'ailleurs de manière significative trouver leur place entre deux romans. Bien sûr, George Sand est pris dans un rythme qui est romanesque et la guerre va être l'occasion d'un intéressant suspens du roman pour justement réfléchir sur ce que signifie la guerre. Elle choisit d'ailleurs de manière intéressante, la diapo suivante, que je fais la citation, je ne la lirai pas, le journal, alors qu'elle a dit autrefois à quel point elle trouvait que c'était une forme somme toute assez stérile et qui n'était pas intéressante. Et pourtant, on comprend que cette fois, le journal s'impose en réalité comme une réponse appropriée au temps de guerre. D'abord parce que justement, il semble à George Sand qu'on ne peut commenter que le quotidien, que de toute façon, on ne sait pas combien de temps va durer la guerre, on ne sait pas non plus quel type d'avenir se présente, donc le mieux c'est encore effectivement de commenter pas à pas, selon les circonstances, le type d'information qui arrive, la situation que l'on vit dans le mairie, etc. Elle reprend, vous le voyez, une figure, celle du voyageur, on entendra le masculin, auquel George Sand tient, l'être d'un voyageur pendant la guerre. On entendra évidemment trois idées fortes. D'abord, ce qui est frappant parce que c'est assez inhabituel chez George Sand, un grand souci de s'exprimer sur soi et de mesurer à quel point la guerre ébranle quelque chose très profondément, qui fait qu'il faut essayer de donner dans une introspection précise, dans une pratique de l'écriture de soi, qui, je le répète, est inhabituelle. C'est la citation suivante que je ne vais pas faire, qui est un peu trop longue, mais donc ce motif de l'écriture de soi, c'est-à-dire la volonté de se dire mais enfin qu'est-ce qui m'arrive à moi dans cet état de guerre qui est collectivement partagé, est une des lignes de force du journal du voyageur pendant la guerre. La seconde ligne de force revient sur le monde rural qui est celui de Sand, qu'elle connaît particulièrement bien, qu'elle a défendu pied à pied. Et de manière significative, vous l'avez entendu dans la citation que j'ai faite un petit peu plus haut, elle va revenir sur cette difficulté pour le monde rural d'accepter les changements et de trouver sa place dans un univers qui tout d'un coup paraît tout à fait bouleversé. Je vais lire cette citation-là. George Sand signale donc et argumente longuement, j'en ai fait juste une citation brève, le paysan, note-t-elle, ne se paie pas de gloire, il ne croit pas aux promesses, il lui faut la liberté individuelle et la sécurité. Laissez-moi mon champ, dit-il, je ne vous demande rien. Nul n'est plus facile à gouverner, nul n'est plus impossible à persuader. Il veut avoir le droit de se tromper, même de se nuire. Il est têtu, étroit, probe et fier. Son idéal, s'il y en a un, c'est l'individualisme. Il le pousse à l'excès, et longtemps encore il en sera ainsi. Il est un obstacle vivant au progrès rapide. Il le subira toujours plus qu'il ne le recevra, mais ce qui est démontré le saisit. Je comprends que ce corps qui est le nôtre, le corps physiologique de la France, gêne notre âme ardente, mais si nous nous crevons le ventre, il ne nous poussera pas pour cela les ailes. Il faut donc aimer et respecter le paysan quand même. Donc il y a une espèce de plaidoyer, on sent bien qu'évidemment l'adresse est faite essentiellement à ses amis parisiens, aux intellectuels et aux politiques, qui sont ses amis de longue date, un plaidoyer pour les caractéristiques singulières du monde rural. Il l'avait d'ailleurs déjà dit à propos de 48, au moment où, au fond, la grande république dont elle avait rêvé échoue.
changement de ce type. Il faut lui laisser davantage de temps. Alors Sand reviendra plusieurs fois sur ce point en rapportant aussi les commentaires que les paysans, par exemple, font sur la guerre. Elle va ensuite, c'est la citation suivante, condamner la manière dont le gouvernement organise la levée des troupes, en disant que cette levée se fait de manière indigne et stupide, qu'on prend absolument n'importe qui et que évidemment, on aura droit au désastre à procéder de cette manière. Elle reviendra souvent sur ce point en attaquant, et cette fois les informations lui sont venues par les journaux, la manière dont le gouvernement de défense s'est constitué. Alors ce qu'on entend aussi, et c'est le troisième point, et je vais passer à la on va sauter cette citation, tant pis. Elle va assurément accompagner ce discours sur la situation du monde rural par des considérations plus nettement politiques. Et on se souvient que Alexis de Tocqueville, qui n'aimait pas George Sand, loin de là, et qui n'aimait évidemment pas les convictions politiques qu'elle représentait, l'avait qualifié d'homme politique. Elle avait dit George Sand, c'est une manière d'homme politique. Ce sont les termes exacts de Tocqueville, précisément parce qu'il avait été très frappé par cette capacité d'analyse. Et on va entendre dans le journal d'un voyageur pendant la guerre des considérations sur la République et sur la République qui doit arriver et qui ne peut pas être une sorte de dictature, ce que, aux grandes dames de Sand, elle est en train de devenir, évidemment les événements étant particulièrement dramatiques. Alors la citation que vous avez sous les yeux, je ne vais pas non plus la lire, je vais lire la fin. George Sand va signaler que son camp s'est divisé et qu'évidemment il y a d'un côté les radicaux, de l'autre ceux qui essaient tout de même, lui semble-t-il, de raisonner sur la situation, et elle fait état des attaques de ses amis. On lui dit qu'elle devient réactionnaire ou qu'elle abandonne ses croyances de toujours, et en réalité elle va dire, c'est la citation suivante, mais moi je veux un autre type de république. Est-il vrai que la république seule puisse sauver la France? Oui, je le crois fermement, mais une république constituée et réelle, consentie, défendue par une nation pénétrée de la grandeur de ses institutions, jalouse de maintenir son indépendance, au-dedans comme au dehors. Ce n'est pas là ce que nous avons. Nous acceptons, nous tolérons une dictature que je ne veux pas juger encore, mais qui répugne cependant à la majorité des citoyens par ce seul fait qu'elle est trop prolongée et que le succès ne la justifie pas. Donc, de manière originale, et je m'excuse auprès de vous d'avoir dû avancer à si grands pas, George Sand m'a placé en 4 objets qui, en réalité, il serait intéressant de les superposer de quelque manière, parce qu'on verrait très bien la manière dont elle travaille, dont elle établit des passerelles entre ce qui est à l'époque l'écriture privée et l'écriture publique. Alors je vais terminer par juste quelques... C'est la diapo suivante. Oui. Évidemment, George Sand n'est pas la seule à parler de la guerre de 1870. Il faut rappeler que les éditeurs demandent à leurs auteurs, hommes et femmes, d'écrire leurs mémoires, d'écrire des souvenirs, de commenter la situation de guerre, etc. Donc il y a à ce moment-là, autour des années 70-71, une production très considérable de textes. On connaît évidemment mieux les messieurs que les dames, et donc c'est aux dames que, bien entendu, je donne ici un peu de temps. D'abord, des lettres et souvenirs de Louise Swanton Belloc, qui a son heure de célébrité et d'intérêt, je n'ai pas lieu d'en parler ici, et sa belle-fille, féministe très célèbre, Bessie Raynor Parks, auquel on doit un fameux essai sur les femmes au travail. De la même manière, des souvenirs, des lettres d'Adélaïde de Montgolfier et d'une artiste peintre, Adélaïde Ballot. C'est aussi le moment, juste après la guerre de 70, où on va avoir, chez Louise Collet comme chez Marie Dagou, des réflexions sur la République tout à fait significatives. Alors bien sûr, il faut aussi parler, et ça me servira de transition commode, des grandes figures de la commune qui évidemment vont ramener les femmes sur la place publique et dans la chose politique. On pense bien sûr à la romancière et féministe Andrée Léo, qui d'ailleurs fonde un journal, La République des travailleurs, et Louise Michel,